Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport, animée par Laurent Garnier. Bienvenue dans cette 113e émission de Et si on parlait de sport, et pas n'importe laquelle. Aujourd'hui, on vous a préparé un florilège de souvenirs, d'analyses et d'émotions. Car oui, il y a tout juste un an, nous avions la chance inouïe de vivre à Paris un moment historique, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Des médailles à l'appel, des frissons à chaque performance, des anecdotes en coulisses et surtout, cette Marseillaise vibrante, hurlée, chantée, criée à l'unisson par des millions de Français le 26 juillet 2024 pour l'ouverture d'un été inoubliable. Messieurs, si vous le pouvez, veuillez vous lever pour l'hymne de la France. Alors installez-vous bien car sans plus attendre, on remonte le temps et on replonge ensemble dans cette première semaine magique avec nos consultants passionnés et spécialistes du sport. Souvenirs, émotions, analyse, c'est parti pour l'émission Souvenirs. Guillaume Delville, conseiller technique fédéral et responsable du pôle espoir de judo de Toulouse, qui a plein de choses à nous raconter sur le judo. Mathieu Sapin, skipper course au large chez Ohan Group, directeur de gestion de projet. Raphaël Hollard, qui est cavalier et coach de concours complet d'équitation et co-gérant des écuries Mons Équitation. Bruno Hamet, qui est directeur fondateur de l'agence de communication Bel Ombra, co-organisateur aussi de Dialogue Sport. Et Didier Don, notre coach et formateur chez Engage and Talent. Bonjour à tous. On a vécu des moments extraordinaires. Je crois qu'on en a eu pris plein les yeux, plein les oreilles. Je vais vous proposer un petit tour de table d'abord, avant de démarrer sur tout un tas de questions. Votre impression chacun sur ce que on vient de vivre pendant ces 9 jours. Guillaume. Écoute Laurent, pour moi, je pense qu'on est sur la concrétisation d'une idée et on a fait taire beaucoup de mauvaises langues avec des gens qui remettaient en doute notre capacité d'organiser cet événement mondial. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est une grande réussite avec des images magnifiques dans un cadre, le cadre de la région parisienne et même de la France au sens large, qui donne une belle et grande image de la France et du sport français en général. Écoute, je vais faire un peu la même réponse. Pour moi, c'est une réussite en termes d'organisation, une cérémonie d'ouverture qui était splendide et qui a vraiment mis la barre très haute. D'abord, on attend tous maintenant la cérémonie de clôture et même les cérémonies ensuite qui arriveront pour ouverture et fermeture des Jeux Paralympiques. Merci Mathieu. On continue avec notre cavalier Raphaël. Pour moi, le mot qui me vient, c'est feu d'artifice. Déjà suite à cette cérémonie d'ouverture, en effet, qui était pleine d'ambition et qui annonçait déjà des beaux Jeux Olympiques, et puis cette pluie de médailles qu'on a depuis déjà une bonne semaine, qui sont une pluie de médailles qui est quand même très spectaculaire, notamment pour la délégation française. Didier ? Pour moi, c'est l'enthousiasme que portent ces jeux-là, notamment quand vous voyez, évidemment, on parle bien du cadre, mais surtout ces 15 000 spectateurs qui portent des athlètes qui travaillent sur le mental. En fait, on s'aperçoit que sur la pyramide de Diels, on sait que le premier niveau ressources, c'est l'environnement, le deuxième niveau, c'est le comportement. On sait que là, déjà, ils sont portés par les capacités et leur performance. Et je pense que le public et l'environnement, c'est quelque chose pour moi d'essentiel dans la performance. Bruno ? Moi, je suis très heureux des résultats sportifs de l'équipe de France avec un nouveau record de médailles. Je pense qu'il est de 44, donc c'est super, c'est extraordinaire. Une belle réussite dans l'organisation de ces Jeux en ville. C'est-à-dire, il y a des sites merveilleux, c'est vraiment réussi. C'était un très beau défi, ils l'ont relevé. Des Jeux Olympiques en pleine ville, c'est formidable. Et puis on va aussi Versailles pour les cavaliers, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait sur ce parcours des cavaliers, on en parlera tout à l'heure. Merci pour ces petits témoignages, effectivement moi j'en ai aussi pris plein les yeux, je me suis régalé à préparer cette émission parce que franchement on attendait ces jeux, je pense qu'on est en train de vivre un moment historique.
Et je voudrais m'arrêter là-dessus parce que ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux. Et là, on est en train de vivre ça et on pourra le dire à nos enfants, petits-enfants. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment de ces Jeux Olympiques Paris 2024. On enlève tout ce qui veut être critiquable. Moi, je veux garder que le beau, ce qui nous a fait plaisir. On a crié, on a chanté. Le nombre de Marseillaises qu'on a entendu dans les stades, c'est extraordinaire. Voilà, ça fait plaisir pour les sportifs et puis surtout pour tout le travail qui est fait derrière, qu'on ne voit pas. Voilà, la deuxième partie, je voulais qu'on attaque un peu sur le retour de ces médailles qu'on en a eu depuis lundi dernier. 29 juillet, donc on était avec 6 médailles. L'escrime, la première médaille d'or de Manon Apiti-Brunet, lundi donc au sabre. En finale, elle était contre Sarah Balzer, qui est donc elle médaille d'argent. J'aurais simplement une remarque, c'était la première française en or au sabre. Après, on passe justement, Raphaël, puisque tu venais de prendre la parole, il y a l'équitation avec le fameux concours complet par équipe. On est médaille d'argent. Une très belle médaille d'argent pour les Français. Donc Stéphane Landois qui montait Chaman, Karim Florent Lagouag qui montait son fidèle Triton Fontaine, 17 ans. Ça, on peut le noter, c'est la longévité des chevaux. Nicolas Touzin qui était lui sur Diabolo. Et du coup 40 000 spectateurs à Versailles dans un site magnifique avec au fond le château. On traverse plusieurs fois le Grand Canal, des perspectives superbes et une ferveur impressionnante. À noter quand même que le concours complet, les 40 000 places, elles sont parties tout de suite. S'il y avait eu 100 000 places, il y aurait eu 100 000 personnes. Mais il paraît que déjà, avec 40 000 personnes, c'était déjà très, très spectaculaire. Médaille d'argent en VTT par la suite avec Victor Corezzi qui a décroché une très belle médaille d'argent cross-country. Bruno? Oui, j'ai vu la course en direct et c'est vraiment une très belle médaille d'argent. Je pense même qu'il aurait pu décrocher l'or sans cette touchette dans le final. Ça s'est joué vraiment à rien. Épaule contre épaule. Et surtout un final extraordinaire avec un Italien, l'Anglais, Tom Pidcock et le Français. Voilà, c'était une très belle course de VTT Racing, c'est le VTT Racing, sur un parcours magnifique, la colline de Lancourt. C'est vraiment un très beau parcours et une belle médaille. Voilà. Et ça faisait suite à la médaille d'or de Pauline Ferrand-Prévot. Oui, des jeux réussis pour le VTT, aussi pour le cyclisme sur route. Dans la foulée, il y a une médaille d'or qu'on n'attendait pas forcément comme ça. Médaille d'or en canoë. Le Français de 24 ans, Nicolas Gestin, qui a décroché la médaille. Mathieu, tu as suivi, toi, le canoë ? Oui, j'ai regardé le canoë. Il était quand même plutôt bien coté, si on peut dire. Il était, en tout cas, quand on avait entendu Tony Stanguet en parler, on se doutait qu'il avait quand même de très fortes probabilités pour faire un podium. Il a fait une très belle course, enfin plusieurs très belles courses entre les qualifs, la demi et puis la finale. Un grand bravo à lui parce que c'est sacrément difficile comme sport. Merci. On va passer donc à un petit sport, je crois, Guillaume. Donc, quelques petits résultats quand même avec une médaille d'argent d'un garçon qu'on n'attendait pas forcément, qui s'appelle Johan Benjamin Gaba. C'est ça, et qui était accompagné cette journée-là par Sarah Léonie Sizik, qui elle était vice-championne olympique lors des Jeux de Tokyo. On était dans la continuité, les Français avaient bien lancé la compétition de judo avec 2 médailles dès le premier jour. Ça s'est enchaîné le lendemain avec encore une médaille de bronze et une 5e place, donc on avait des Français qui étaient performants. On arrivait sur un point qu'on considérait peut-être un peu faible, Johan Benjamin Gaba, un jeune qui est classé au-delà de la 50e place mondiale, je crois, sur la ranking list. Et il nous a sorti une journée exceptionnelle. Il a été bluffant. Il a arraché des adversaires avec pourtant un tirage au sort très compliqué. Au premier tour, le vice-champion olympique. Il a enchaîné après avec des médaillés mondiaux. Énorme journée de sa part. Et aussi un grand clin d'œil à Sarah Léonie qui refait donc une médaille olympique alors qu'elle n'a que 24 ans. C'est déjà sa 2e médaille olympique en individuel. On parlera après des équipes, mais non, elle en est déjà à 4 médailles olympiques à 24 ans avec les équipes. Qui a fait un combat d'anthologie en demi-finale sur la Canadienne Christina Deguchi. Un combat qui s'est joué sur une décision d'arbitrage. À un moment donné, elle a glissé les doigts dans la manche de son adversaire sur un passage au sol en Newaza, comme on l'appelle chez nous. Et une très grosse journée dans une ambiance de feu dans cette aréna éphémère qui est sur les champs de Mars. Avec, mais puisque tu le disais tout à l'heure, si on avait pu vendre 30 000 places de judo, on les aurait vendues quotidiennement. Alors, du judo, on va passer à quelque chose que j'ai trouvé très joli, très beau, très esthétique, qui a été le tir à l'arc avec une fameuse médaille d'argent. Jean-Charles Valadon, Thomas Giraud et Baptiste Hadis. Quand on connaît le tir à l'arc et qu'on connaît la performance des Coréens dans ce sport-là, parce qu'ils tiennent le monde du tir à l'arc depuis des années, et aller lutter contre ces mecs-là et faire une médaille d'argent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que les archers français prennent de plus en plus confiance par rapport au niveau international. Et j'ai accompagné Carole Ferriou sur son championnat du monde. Et c'est vraiment une structure qui commence à se mettre en place pour pouvoir lutter justement face à ces Coréens qui sont intouchables.
30 juillet, donc 2 médailles aussi sont tombées ce jour-là, avec à nouveau, Guillaume, une médaille de bronze, avec quelqu'un qu'on attendait un petit peu au-dessus. Oui, donc Clarisse Agbenienou, qui était la championne olympique en titre à Tokyo, médaillée, enfin championne du monde encore récemment. Et avec Clarisse, elle a glissé sur la demi-finale alors qu'elle était en train de gérer tranquillement son match. Elle menait 2 pénalités. Elle se fait surprendre en vrai sur une séquence. Il restait une quinzaine de secondes. Alors, elle se fait surprendre. Elle prend un Wazari, temps nécessaire pour remonter, mais elle a su se remobiliser et puis aller chercher 7 médailles de bronze dans un combat compliqué avec encore une adversaire coriace. Mais elle a su prouver une fois encore que c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter et sur qui on pourra certainement encore compter pendant une Olympiade, je le pense. On enchaîne après, il y a eu une médaille d'argent aussi en escrime. Les Françaises, Marie-Florence Candassamy, Oriane Malo-Breton, Coralie Vitalis, Alexandra Louis-Marie qui ont décroché l'argent. Bon, là évidemment, il s'est passé que l'Italienne en finale, sur le dernier match, le combat était très serré. Je pense que l'Italienne était beaucoup plus agressive, beaucoup plus dans la mobilité pour moi par rapport à la Française. Et c'est ce qui fait que derrière ces touches-là sont pas passées. Mais c'était quand même un exploit de les voir heureux et de les voir arriver à ce niveau-là. Moi, je trouve que c'était grandiose parce qu'ils ont fait vibrer. C'était un France-Italie. Exactement. France-Italie, c'est toujours très très chaud. On passe donc, après ces 2 médailles du mardi, on va au mercredi 31, 8 médailles ce jour-là, avec une superbe première médaille d'or, Cassandre Beaugrand. C'était magnifique de voir enfin des nageurs dans la Seine. On en avait tellement parlé, donc ça faisait plaisir de voir que c'était enfin réalisable. Et puis écoute, Cassandre, elle sort, je vais pas dire la course de sa vie parce qu'il faut pas oublier qu'elle est quand même multiple championne du monde, mais elle a sorti une course solide, elle a été au bout d'elle-même et c'était une arrivée magnifique là sur ce pont au pied de la Tour Eiffel. Bravo à elle. De cette première médaille, il y en a enchaîné derrière, puisque la course avait été annulée la veille. Les hommes ont enchaîné avec Léon Bergère qui vient chercher une médaille de bronze, mais à l'arraché. Les Français, ils font même 3 et 4, donc il y en a un qui a la médaille en chocolat. C'est ça. Écoute, ça montrait un super niveau de l'équipe de France et une très belle préparation. Ça montrait que les triathlètes étaient vraiment arrivés au pic de forme et ça fait plaisir à voir. On passe après, dans cette journée-là, il y avait, on parle de natation avec 2 médailles d'or. C'est un incroyable doublé de Léon Marchand. 2 titres olympiques en 2 heures, sacrés sur 200 mètres brasse et 200 mètres papillon. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'entente entre les 2 entraîneurs, les entraîneurs français et l'entraîneur américain de Léon Marchand. Déjà, ça, c'est une complicité. Chacun a laissé sa place. Moi, j'ai suivi l'aventure de Léon Marchand puisque je suis copain avec Xavier. Et c'est vrai qu'on le voyait déjà performer, déjà tout jeune avant de partir aux États-Unis et là il est rentré dans une autre dimension. Encore une fois, j'ai encore parlé de l'environnement, mais quand vous êtes dans un environnement aux États-Unis, dans l'université américaine, vous ne pouvez que performer parce que il a les ingrédients qui vont bien, physiquement, mentalement, il a une grosse capacité de récupération et on le voit là, en 2 heures, aller chercher 2 médailles d'or. Tous les athlètes ne peuvent pas le faire et il a une capacité que lui a aujourd'hui et puis bon, après on parlera. Et il n'a pas fini. Nous ne sommes que mercredi 31 juillet, je le rappelle. Dans la foulée, il y avait quand même aussi à noter, il n'y a pas que Léon Marchand, il y avait aussi la Française Nastasia Kipitchnikova, j'espère que je ne me suis pas trompé, qui fait médaille d'argent sur le 1500 mètres. Ouais, tout à fait. Donc c'est une femme russe qui est arrivée en France il y a 2 ans. Elle s'entraîne auprès de Philippe Lucas. On ne l'attendait pas à cette place-là, portée par une ambiance encore de folie dans cette piscine. L'environnement a joué à plein pot son rôle de 2e nageur, de 3e jambe, de 4e bras, de ce que vous voulez, et qui l'a porté et qui lui a permis d'aller accrocher cette médaille d'argent. BMX Freestyle, on attendait un peu de ce sport qui était un petit peu quelque chose qu'on ne connaissait moins sous cet angle-là. C'est maintenant aux Jeux Olympiques, médaille de bronze, alors qu'on l'attendait peut-être au-dessus. Malheureusement, il fait une première chute dans son premier run, Anthony Jean-Jean, mais il fait un superbe 2e passage. Ultra spectaculaire, ce qu'on voit. Et moi, toujours pareil, je trouve que une première chute, se relever, repartir avec, on pourrait imaginer un peu dans ses petits souliers, mais non, au contraire, il a tenté des choses exceptionnelles. Je suis pas spécialiste du domaine, mais par contre, c'est clair qu'on voit qu'il est reparti avec beaucoup d'audace et ça a payé. Et il a une figure qui lui appartient à Jean-Jean et qu'il a placée sur le 2e coup. Donc ça veut dire que placer une figure qui vous appartient, vous êtes seul au monde à être capable de la produire et vous la réussissez, ce jour-là, c'est quand même magique.
Alors on passe du BMX freestyle à l'escrime sabre par équipe avec la médaille de bronze des sabreurs français Sébastien Patrice, Maxime Pianfetti, Jean-Philippe Patrice et Boladé Apiti. Merci, on passe donc au jeudi 1er août, on déroule, il y a une médaille ce jour-là, canoë-kayak, médaille d'argent, le jeune français Titouan Castric qui a décroché l'argent en finale. C'est l'audace de ce gamin qui m'a époustouflé. Il est arrivé dans les qualifs, il a mis tout le monde au pas, il a mis la pression surtout, alors qu'il y avait des mecs qui étaient là quand même sur le circuit depuis une dizaine d'années, des Tchèques, des nations étrangères, et il est arrivé là-dedans sans complexe, on l'attendait peut-être pas vraiment à ce niveau-là, et il a explosé tout le monde, et je crois que c'est sur une petite touche sur le dernier parcours de la finale qui loupe la médaille d'or. Au vendredi 2 août, et là on va passer à la voile, Mathieu, en 49er avec médaille de bronze de Charline Picon et Sarah Steyer, là aussi une médaille assez extraordinaire. L'histoire est très belle parce que Charline, elle était médaillée aux Jeux de Rio et à Tokyo en planche à voile. Et ensuite, il y a eu un changement de support puisque la planche à voile est passée en planche à foil. Et elle a voulu aller encore plus loin en disant non, je vais carrément passer de la planche à voile au bateau, au dériveur, au 49er, FX chez les filles. Et donc, je vais passer d'un sport individuel à un sport en double. Elles se surnomment les Mama Team parce que les deux sont mamans, donc c'est une réorganisation de leur planning autour de la gestion de leurs enfants, et elles ont fait une semaine fantastique. Alors elles ont un petit gabarit, donc elles performent plutôt dans le petit temps et le vent léger, et ça a été un avantage pour elles sur cette semaine de compétition. Et un petit clin d'œil, on va faire un peu de romantisme, mais à la fin de cette épreuve, toutes les deux ont été demandées en mariage par leur conjoint, c'était assez sympathique, et voilà, ça fait aussi partie des belles histoires du sport quand même. Voilà, on passe à l'équitation, on revient sur toi Raphaël avec le saut d'obstacle par équipe. Ouais, cette médaille qui est presque passée inaperçue sur cette journée exceptionnelle pour l'équipe de France, les 9 médailles. Pour la petite histoire, c'est Olivier Perrault qui était normalement remplaçant de cette équipe de France suite au fait que le cheval de Kevin Stott n'a pas été accepté à l'inspection vétérinaire. Olivier Perrault est rentré pour ses premiers Jeux Olympiques. Pour la jolie petite histoire, 38 ans Olivier Perrault, et c'est le seul cavalier français de l'équipe qui a fait un sans faute. Les deux autres Julien Epaillard a fait une petite barre, un 4 points, et Simon Delestre était pénalisé de 3 points pour avoir un tout petit peu pris son temps dans cette épreuve. À noter, Olivier Perrault, c'est lui qui a fait naître la jument qui monte, Dora d'Aiguilly. Il est non seulement le cavalier, mais il est aussi l'éleveur de cette jument. Donc il faut s'imaginer qu'il a pensé ce croisement il y a plus de 12 ans. On imagine la joie que ça devait représenter pour lui et l'achèvement que ça doit représenter pour lui à 38 ans de signer un sans faute qui permet à l'équipe de France de remporter une médaille de bronze. 2 médailles dans la foulée, une pour Romane Dico, médaille de bronze, c'était peut-être pas celle qu'elle attendait non plus, et puis la fameuse médaille d'or de Teddy Riner qu'on attendait tous. Oui, alors on était sur une mauvaise dynamique, incroyablement, dans ces Jeux Olympiques pour le judo français, puisque la veille on avait une jolie chance de médaille avec Madeleine Malonga qui était vice-championne olympique en titre et qui se fait avoir au premier tour sur une adversaire portugaise. La journée démarre bien, nos deux Français, Teddy et Romane, accèdent jusqu'aux demi-finales. Romane, elle perd sur une brésilienne qui était c'était son jour, hein. D'ailleurs elle gagne les jeux ce jour-là, il n'y avait rien à faire contre elle, et puis Romane qui était un petit peu en dedans, d'ailleurs comme un peu l'ensemble de l'équipe féminine française qui n'ont pas su gérer mentalement l'abord de l'approche de la compétition. Différence des garçons, c'est que toutes les filles arrivaient avec un statut de favorite, les garçons avaient le couteau entre les dents et il fallait aller à la bagarre, hormis Teddy, mais Romane elle a su se remobiliser après cette demi-finale perdue pour aller battre sa dernière adversaire, elle l'a immobilisé de mémoire, et Teddy, que dire de lui, le GOAT, le énormissime Teddy Riner, sur la finale contre Coréen. Il reprend le Coréen en finale, c'est ça, un petit Coréen, et il lui a mis un pion, un Uchimata d'anthologie, et il a BMX, alors là aussi or, argent, bronze, quoi dire, 1, 2, 3, c'est historique, ça ne s'est pas fait, je crois que ça ne s'était jamais fait à part je crois il y a 100 ans. En 1924 en gymnastique, je crois que c'était au cheval d'Arçon, il me semble. Depuis 1924 il y avait eu un triplé, et là on a 3 bonhommes. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est quand même que le BMX français domine le monde depuis des années, et ce sont les premières médailles olympiques. À chaque fois on n'a pas réussi à performer, et là on fait 1, 2, 3. Dire les gars, si vous avez voulu attendre 100 ans pour nous faire ce triplé, merci à vous, et surtout les deux copains qui retournent la tête une fois la ligne passée pour voir si le dernier est troisième. Voilà, une très belle image de ces jeux aussi. Mathieu, un petit commentaire là-dessus? Ouais, c'est tout à fait ça. L'année dernière au championnat du monde, il y avait 6 Français en finale sur les 8 places.
Non, ça donne le niveau français en BMX Race. Là, je crois qu'ils ont tous les trois pris du plomb dans l'aile en se disant on fait le start et puis assez rapidement on fige nos places et on évite de se mettre par terre comme ça s'est produit à Tokyo il y a 3 ans. Mais l'image, alors bon, le triplé est exceptionnel effectivement. Ça faisait 100 ans que c'était pas arrivé et l'image des 2 premiers qui passent la ligne et qui regardent derrière pour voir si leur copain est bien troisième, ça grandit une nation sportive, un truc comme ça. On passe à la natation, on arrive le soir, je vous remets dans l'ambiance, vendredi 6, 9 médailles, déjà on est déjà gavé de médailles, et là on a un Florent Manodou qui arrive depuis 4 Jeux Olympiques, Florent Manodou qui se lance, aller chercher une 4e médaille. 150 mètres, et en fait il n'est pas performant sur mais quand on connaît un petit peu Laurent Manodou, on sait qu'il est capable à un moment donné, alors il est dans une ligne cachée, il est complètement à la ligne numéro 1, il fait pas de bruit, mais on sait pertinemment que c'est l'homme de ces situations-là. La décontraction quand il arrive dans le bassin, je sens le gars arriver, mais les gars, c'est du kiff pour moi, je vais me faire plaisir, je me fais un petit clapping avec le public, il prend son temps, ça doit perturber l'air de rien un petit peu les autres, mais et après c'est ce qu'il aime. Et il a su profiter de ça, quoi, vraiment. Derrière, je vous le disais, exceptionnel, parce que là, faut le dire, Léon Marchand, 400 mètres 4 nages, le 200 mètres papillon, le 200 mètres brasse, le français dans un remporté, le 200 mètres 4 nages totalise 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Respect. Rien à dire, quoi. On arrive au samedi 3 août, et c'est important aussi de souligner, on a une Française, 22 ans, qui a décroché la médaille d'argent au pistolet à 25 mètres. Ça s'est joué à 3 fois rien. C'est la première médaille française au tir des Jeux de Paris 2024. Le tir français est aussi un grand pourvoyeur de médailles à travers les différents jeux. Une gamine, premier Jeux Olympiques, 22 ans, qui pousse jusque dans ses retranchements. Je crois que c'est aussi une coréenne, me semble-t-il, en finale. Ça se joue à... Ah, mais c'est sur la dernière balle. On enchaîne sur le tir, mais le tir à l'arc. Lisa Barbelin qui décroche sa fameuse médaille de bronze. Ça se joue sur la dernière flèche, Didier. Ben, disons que la coréenne, elle prend un effet de vent qui lui pousse la flèche et elle arrive, elle tire, elle met plein fer dans la cible et là c'est magique, quoi. Et là ça on peut rien faire contre ça, quoi. Elle craque en pleurant tellement elle est de joie. Ouais, c'est magique, c'est ce qui nous amène le sport. Voilà. Le sport de niveau, c'est de l'impossible, tu en fais quelque chose de possible. Et c'est ça qu'il faut arriver à retenir dans le sport. Et plus c'est compliqué, et plus ça devient facile parce que tu aimes ça, quoi. Extraordinaire. On continue, on arrive au dimanche, c'est-à-dire hier. Laurent, tu oublies un événement exceptionnel, samedi 3 août. Oui, pardon, vas-y. Cette compétition par équipe de judo, donc équipe mixte, bien qui sûr. Est en place depuis maintenant les Jeux Olympiques de Tokyo. Enfin, la grande finale tant attendue, en tout cas nous dans notre discipline, ce France-Japon. Finale qui ne se déroule pas du tout comme c'était prévu. Et on est mené 2-0 très vite. On est mené 2-0, Teddy doit vite refaire la différence. Donc là, il prend le japonais Saito, le fils du double champion olympique, une légende de notre sport. Un combat qui ça dure 8 minutes, mais il finit par lui en mettre une sur le golden score. Et là derrière, Sarah Léonie Sizik, vice-championne olympique. Les Japonais tentent un coup de poker, ils mettent leur moins de 48 en face d'elle. Elle domine au kumikata et sur une action confuse, ils donnent une victoire au Japon. Donc on se retrouve mené 3-1 avec notre héros masqué, Joan Benjamin Gaba, qui doit battre le double champion olympique, Ichiro Abe. Et un combat d'anthologie, ça va au golden score, encore un match de 8 minutes. Il finit par lui mettre une action qu'il a travaillé 15 jours avant, un kataguruma enroulé. Et il lui met le hippon dessus. La reine Clarisse arrive, un combat séparé, elle est surclassée, elle, donc une moins de 63 qui combat contre la moins de 70 japonaise. Elle finit par mettre le hippon dans le golden score. Tirage au sort de la catégorie qui va permettre de décider l'issue de cette rencontre. Teddy est tiré. Et encore un match d'anthologie qui va au bout. Là, ça part sur un golden score direct, donc la moindre erreur ne pardonne pas. Et là, il met le pion. Teddy, exceptionnel jusqu'au bout. T'as pas oublié les 2 médailles françaises au cyclisme sur route. Bien sûr, tu as raison. On peut retenir des trucs assez fou. Déjà, l'épreuve était sur 273 km et c'est pas tous les jours qu'on voit de telles distances. Et ça se terminait sur plusieurs tours dans Paris Intramuros, qui était un parcours superbement bien dessiné, avec une montée pour aller une montée dans Paris là qui était noire de monde, c'était superbe. Et un autre sujet à noter, c'est qu'il n'y avait pas les oreillettes, les fameuses oreillettes qu'ont les cyclistes toute l'année. Et c'est super bien parce que les cyclistes attaquants, on les retrouve devant, et le top 15, c'était clairement les attaquants du jour. Le dernier sujet qui a pas mal changé aussi, c'est qu'il y a que 90 cyclistes au départ, alors que les pros, ils sont habitués à être plutôt sur des pelotons de 180 ou 200 coureurs. Donc ça faisait qu'on se découvrait très vite. Et il y a une superbe course des Français, puisque
Bon, il y a une médaille d'argent, une médaille de bronze et il y a un top 10 pour Julien Alaphilippe. Bruno, tu viens de dire Oui, quelque je voulais chose. juste ajouter de rendre hommage à Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France, qui avait opté pour une stratégie très offensive et il a réussi son pari. On revient au dimanche de tennis de table, donc avec cette fameuse médaille de bronze du Félix qui s'impose contre le Brésilien Hugo Calderano. 4-7, troisième médaille de française dans la discipline depuis l'introduction des Jeux en 1988. À noter qu'il a perdu en demi-finale contre celui qui sera médaille d'or. Quand on voit le match que vient de faire sur la finale Fan Zhen. Non mais le chinois il a l'air d'être quand même une classe au-dessus de... On revient à la natation avec l'équipe de France qui remporte la première médaille française de l'histoire du 4x400 nage. Léon Marchand termine ses Jeux avec un 5e podium, 5 médailles. Alors ils n'ont pas gagné mais ils ont quand même fait un résultat sur cette discipline-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un groupe qui porte alors Léon Marchand étant le vecteur majoritaire, mais les autres ils se groupent derrière et cette énergie que transporte Léon Marchand, ils en profitent et le succès attire le succès. On termine par l'escrime avec les fleurettistes français qui ont remporté leur médaille de bronze contre les États-Unis. Super place de 3. Hein. L'image aussi que j'ai encore là, comme ça qui me vient, c'est le kangourou français qui s'amusait à sauter devant les gars. Les mecs étaient paumés. Ouais. Le petit oiseau. Voilà. Le petit oiseau. On a vu des très belles choses en escrime. Du petit oiseau. Et voilà, c'est déjà la fin de cette 113e émission de Et si on parlait de sport. On espère que ce plongeon dans la première semaine des Jeux de Paris 2024 vous aura autant ému, fait vibrer et sourire que nous. Un vrai flashback olympique entre performances mémorables et émotions partagées que l'on espère restera gravé dans vos souvenirs et que vous aurez peut-être plaisir à raconter un jour à votre tour. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour revivre la deuxième semaine et la grande clôture de ces Jeux historiques avec toujours autant de passion, d'analyse et de moments inoubliables à partager ensemble. Un grand merci à tous celles et ceux qui contribuent chaque semaine à cette aventure radiophonique ainsi qu'à nos partenaires LG Consultants, Semperconnect, l'agence Bellambra et Dialogue Sport. Et bien sûr, un clin d'œil appuyé à l'association Et si on parlait de sport qui continue de croire semaine après semaine en ce pari un peu fou, donner la parole à celles et ceux qui font le sport au quotidien. Alors même heure, même micro, même énergie, on se retrouve très vite pour la suite de l'histoire dans Et si on parlait de sport.